À Benghazi, il est accueilli en sauveur. Merci Sarkozy clame la foule sur cette place de la Liberté, point de départ de la rébellion libyenne. Vous avez voulu la paix. Vous avez voulu la liberté. Vous voulez le progrès économique. La France, la Grande-Bretagne, l'Europe seront toujours aux côtés du peuple libyen. Alors c'est un des sujets majeurs de cette année. L'année 2011 est celle du printemps ou des printemps arabes. Cela a commencé en Tunisie, cela s'est poursuivi en Égypte, maintenant c'est en Libye et on l'espère dans un proche avenir en Syrie. Alors les printemps arabes changent la représentation que nous avons du monde arabe et de ses peuples. La démocratie est fragile, on le voit en Tunisie ce week-end avec une télévision privée attaquée à 3 reprises après la diffusion d'un film d'animation iranien, Persépolis. On voit aussi en Égypte avec une manifestation réprimée par des blindés, manifestation de chrétiens coptes, 24 morts, des dizaines de blessés. Alors, Monsieur le ministre, on connaît votre expérience diplomatique. Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce qu'il y a vraiment un changement? Oui, moindre des choses, oui, c'est moindre des choses, c'est qu'il y a un changement. À très grands traits, et je parle devant un autre connaisseur qui est M. Tcharet, ancien ministre des Affaires étrangères, qui préside la Chambre de commerce franco-arabe, donc il y aura des choses à dire. Et je veux saluer M. Mbarki, qui représente le ministre marocain du commerce extérieur. Je voudrais, de façon très simple, vous dire ceci. Le monde arabe sort d'une sorte de congélation historique depuis les indépendances, en fait. Et lui aussi percute le mur de la mondialisation, c'est-à-dire de la télévision, des moyens de communication, de la circulation des hommes, des idées, des marchandises, avec, et c'est un point commun extrêmement important, c'est pas seulement la langue, la religion, la géographie. Le point commun entre tous ces pays, c'est qu'entre 40 et 70% de la population a moins de 25 ans. Et donc il y a une énorme aspiration à un avenir. Voilà, le printemps arabe, c'est pas fait au nom de la lutte contre l'Amérique ou contre Israël ou contre tout ce qu'on voudra. Le printemps arabe, c'est un appel à la dignité et au futur de toute cette jeunesse qui veut simplement vivre et qui, dans beaucoup de pays, dans une grande majorité de pays, vivait sous un été noir ou un étouffoir. Et c'est ça qui est en train de céder, parfois dans une violence extrêmement difficile à supporter. En Syrie, aujourd'hui, on tire au canon sur le peuple. En Libye, il y a eu des violences extrêmement dures du régime de Kadhafi contre son propre peuple. Le jour où la police s'est mise à tirer à l'arme lourde contre les gens dans la rue, les gens se sont révoltés, ont pris les armes. Et tout ça a commencé par un épisode tout simple dans un pays que je connais bien, la Tunisie, où un vendeur de rue a été giflé, humilié par une femme policière. Et ça a déclenché une réaction en chaîne qui touche 300 millions de personnes. Personne ne va revenir en arrière. Ce phénomène historique, il est devant nous. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie. C'est une bonne nouvelle aussi pour le développement économique, parce que le développement économique, il a besoin de règles. Les régimes autocratiques et autoritaires ne sont pas bons pour le business. Ce qui est bon pour le business sont des règles. Et je suis convaincu que nous allons voir se développer progressivement la construction démocratique et économique de l'autre côté de la Méditerranée, avec l'idée que les deux rives vont s'unir dans une zone de coprospérité. Je dis et je redis que la grande idée du président Sarkozy pendant sa campagne, qui était l'Union pour la Méditerranée, c'est-à-dire cette maison commune entre le nord et le sud de la Méditerranée, est plus que jamais d'actualité, même si ça paraît difficile, même si les révolutions sont naturellement chaotiques, qu'il y a le conflit du Proche-Orient, etc. À terme, vous verrez, l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Afrique auront une zone de prospérité commune. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la Tunisie il y a quelques instants. On est arrivé un petit peu en retard de phase sur la Tunisie. Pourquoi, il y avait des gens en avance? Pas exactement. Parce que si vous en connaissez, dites-les moi, parce que moi, j'ai pas vu de gens qui avaient prévu
ce qui allait se passer en Tunisie. Quel est le rôle que vous voyez à la France aujourd'hui dans ce printemps arabe? C'est un rôle d'accompagnement. Nous avons pris des risques considérables. À un moment où tout le monde disait oulala, l'enlisement, c'est foutu, c'est terrible, il n'y a plus de munitions, l'armée française ne tiendra pas. On a été... Aujourd'hui, les délégations étrangères se font la queue pour aller à Tripoli. Il y a quelques semaines, pour aller aider les Libyens qui se battaient pour la liberté, on ne se bousculait pas. Il y avait nous et les Anglais, point barre. Ni OTAN, ni Union européenne, je ne veux pas être méchant, mais il y a eu la vision et la force de caractère du président de la République, du Premier ministre britannique. Aujourd'hui, les délégations arrivent à Tripoli. Voilà, la victoire a beaucoup de pères. Voilà, nous avons fait le job. Nous, Français, nous avons ceci de particulier que nous avons, depuis la Révolution, en héritage des valeurs qui sont celles de la République, qui sont celles de la liberté. Nous avons une armée et des soldats qui sont parmi les plus professionnels du monde, qui ont livré, je vous rappelle, successivement une opération très complexe en Côte d'Ivoire en redonnant la liberté à ce peuple-là, qui était au bord de la guerre civile, et en Libye, dans une situation qui était très difficile. Nous l'avons fait, sans aucune perte. Nous et les Anglais. Et nous avons les moyens économiques de donner un coup de main à ce pays qui va se reconstruire. Parce que dans toutes les grandes zones de besoin qui vont de l'industrie pétrolière jusqu'aux infrastructures, en passant par l'eau, les communications, le traitement des déchets, les transports, les produits médicaux, l'agroalimentaire, l'économie française sera au rendez-vous du développement de la Libye. Demain, nous aurons une centaine d'entreprises qui iront voir leurs homologues à Tripoli et commenceront ce travail de reconstruction. Et je suis fier de le faire au nom de la France. Alors, il y a quand même des marques d'instabilité, il y a des élections, on sent qu'il y a quand même des tensions à l'intérieur de ces pays. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme garantie pour les entreprises françaises qui vont... Garantie. Monsieur, je vous rappelle que nous sommes français, donc en matière de révolution, on est assez compétents. Oui, peut-être, bon. mais c'était il y a longtemps. Oui, bah alors il y a des livres d'histoire. Les révolutions, en général, elles ne se jouent pas sur 48 heures, voire sur 6 mois. Donc nous sommes dans une période, en effet, chaotique, qui va prendre du temps. Mais moi, je me suis rendu avec nos entreprises en Tunisie au mois de janvier-février. Toutes nos entreprises en Tunisie sont restées, voulaient rester. Certaines ont eu des problèmes pendant les événements. Toutes sont restées. Pourquoi? Parce que ce sont des marchés porteurs. Parce que chacun voit bien que le sort de la Tunisie et de l'Europe et de la France sont liés. Il en va de même au Maroc, il en va de même en Égypte, il en va de même en Libye. La Libye n'était pas inscrit dans les livres que la Libye soit condamnée à vivre sous un régime dictatorial jusqu'à la fin de temps. Donc nous allons aider ces pays à construire la démocratie. Il faut que nos entreprises investissent dans le temps. Les garanties, comme vous dites, la question ne se pose pas en termes de garantie, mais se pose en termes d'intérêt bien compris, construire une relation dans le temps. C'est ce qu'ont fait un certain nombre d'entreprises déjà dans ces pays et qui vont être là et qui seront là à long terme. Parce qu'encore une fois, ces pays ont un énorme potentiel de développement. La Libye, par exemple, également en matière touristique, de 1500 km de côte absolument vierge, et en face 500 millions d'Européens vieillissants. Je pense que la Libye va être un terrain de vacances extraordinaire avec des richesses culturelles. Rien que dans ce domaine, il y a pour l'industrie française des perspectives immenses. Alors Hervé de Charette, vous êtes le président des chambres de commerce franco-arabes, vous avez été aussi, je le rappelle, ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que disent les membres de ces chambres sur le terrain? Quel est le retour que vous avez? Alors, le retour est un retour optimiste. D'abord, tout ce qu'a dit Pierre Lellouche, j'y souscris à 100%, tous les termes de l'analyse. Je vais simplement ajouter deux choses. D'abord, le printemps arabe, en réalité, c'est le printemps du monde. C'est-à-dire que tous les éléments, tous les ingrédients qui ont provoqué les événements que vous connaissez, bien, tous ces ingrédients sont à l'œuvre dans l'ensemble de la planète. Et ce n'est pas par hasard, par exemple, que les Chinois ont pris un certain nombre de dispositions, parce que tout ceci peut se produire ailleurs et se produira
dans d'autres territoires du monde. La révolution planétaire que nous connaissons est en train de mettre les peuples au premier rang parce qu'ils s'aperçoivent, grâce aux moyens modernes de communication, que si vous voulez refuser la dictature, vous pouvez. Vous pensez Si qu'en vous Syrie, voulez au sortir Yémen, dans la rue, ça vous va être pouvez. possible? Pardon ? Vous pensez qu'en Syrie, au Yémen, ça va être possible? Mais ces mouvements sont inexorables. Ils sont en mouvement. Il y a une véritable révolution à l'échelle de la planète et qui est, je pense, une révolution démocratique. Elle est aussi la révolution du développement parce que ces peuples veulent tout à la fois le développement et la liberté. Et je pense qu'ils auront les deux. Alors naturellement, il ne faut pas faire preuve d'un optimisme naïf. Tout ceci comprend des hauts et des bas, des allées et des retours, des succès et des échecs, et tout ceci est devant nous, y compris dans l'ensemble du monde arabe. Mais le mouvement est positif, premièrement. Deuxième observation, bien entendu, comme toujours, lorsqu'il y a une révolution de l'importance de celle qu'il y a eu en Égypte ou en Tunisie, pour prendre les deux cas les plus évidents, eh bien, ça commence par une première période difficile parce qu'il y avait de la pauvreté. Il y en a encore plus dans la période où tous ces événements se passent parce que l'économie à un moment s'arrête, se suspend et du coup, voilà, on était pauvre, on devient miséreux. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés. Mais il n'empêche que déjà, la roue est repartie à tourner, elle avance. Et partout, nos entreprises françaises, Pierre Lelouch le disait à l'instant, elles sont restées sur place, évidemment. Sans aucun doute et sans aucune hésitation. Et toutes celles qui sont déjà installées sur place, pensent que tout ce qui se passe va leur offrir de nouveaux espaces de développement. Et ma recommandation, au fond, parce que je viens pour ça ici aujourd'hui, ma recommandation est simple, il faut y aller. Ce n'est pas le moment d'attendre, ce n'est pas le moment de rester sur place. La concurrence est vive, comme le disait très justement Pierre Lelouch à l'instant. Ceux qui n'ont pas contribué à l'évolution des choses sont par contre décidés à profiter des transformations qui se passent, et donc il faut y être les premiers. Et il faut, c'est pas trop dans nos habitudes, c'est pour ça que je parle ici. Les PME françaises doivent d'urgence s'intéresser à ces territoires, à ces zones, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. On doit faire des pionniers. Donc, alors vous avez aussi déposé une motion à l'Assemblée nationale sur un des pays clés, hein, si on peut dire, des risques sur cette zone, qui est un État reconnu récemment, qui est la Palestine. Alors, quel était l'objectif un peu de cette motion et vous voyez ça évoluer comment? On ne va pas faire ici de la politique, fût-ce de la politique étrangère. C'est vrai que, comme le disait Pierre Lelouch tout à l'heure, parce qu'il a dit plein de choses extrêmement pertinentes et intéressantes, la question israélo-palestinienne n'a pas été dans les débats et les prises de position des mouvements pour la liberté que nous avons vus dans toute cette zone. Pas du tout, pas un mot là-dessus. Mais ces peuples ayant retrouvé la liberté vont dire ce qu'ils ont à dire. Ça, c'est certain aussi. Et donc, je pense que c'est l'intérêt de la paix dans le monde, c'est notre intérêt à nous, c'est l'intérêt des peuples concernés, les Israéliens et les Palestiniens, d'aller d'urgence vers des solutions et des solutions audacieuses. Aujourd'hui, je pense, et c'était le sens de cette résolution que j'ai déposée, je pense que ce qui est opportun, c'est pas, y compris pour les Israéliens, de se replier frileusement derrière ces frontières, à l'abri des murs qu'on construit, c'est de prendre des risques pour la paix, des initiatives pour la paix. Elles seront récompensées. Alors, on a les élections tunisiennes dans 10 jours, 12 jours. Les élections égyptiennes dans un mois, je crois, à peu près. Vous voyez où est-ce que les choses se calmer à cause de cet élan démocratique? Et alors, donc, il y a le Yémen, il y a la Syrie qui va arriver. Ou est-ce qu'on est quand même, pendant 6 mois, 1 an, dans une période un petit peu trouble, là, pour Non, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ces processus révolutionnaires sont des processus longs. Et ils seront souvent heurtés. Les forces les plus organisées dans le monde arabe sont celles de l'obscurantisme. Les forces démocratiques sont en train de se construire. Il y aura donc une bataille politique entre ces différents courants. Je connais bien le peuple tunisien, c'est un peuple éduqué. J'ai même quelques racines, parce que je suis né en Tunisie. Il y a une classe moyenne en Tunisie. Il y a des femmes ont été libérées par le président Bourguiba il y a déjà 50 ans.
la Tunisie est un peuple modéré, donc Je pensais qu'il ne faut pas avoir peur. Non, nos entreprises n'ont pas peur et nous n'avons pas peur. Et il ne faut pas que les Français aient peur d'un mouvement de liberté positif dans une région qui est voisine de la France, avec laquelle nous avons beaucoup d'histoire depuis de nombreux siècles. Donc à nous de les accompagner avec respect, en respectant leurs rythmes. On ne va pas dicter le résultat de leurs élections. Il faut du temps pour constituer des partis politiques. Vous savez, j'ai eu la chance, Hervé aussi, dans ma vie professionnelle, j'ai vécu déjà une transition, qui est celle de l'Europe de l'Est. Il y a 20 ans, quand le mur de Berlin est tombé, c'est il y a 20 ans. Si vous alliez voir les partis politiques en Bulgarie ou en Roumanie ou en Tchéquie ou ailleurs, c'était pas folichon. Il n'y avait plus de vie démocratique. Il y en avait eu vaguement dans les années 20, puis il n'y en avait plus du tout. Regardez les Balkans. Hein. Ces pays se reconstruisent petit à petit. C'est toujours pas parfait dans un certain nombre de pays, aujourd'hui même membres de l'Union, mais ça se construit avec le temps. Dans le monde arabe, c'est plus complexe. Ils n'ont pas la perspective immédiate d'adhésion à l'Union européenne. Ils savent que cette porte-là est fermée. Par contre, des accords d'association, des systèmes de coopération commerciale sont ouverts. Je veux dire ici qu'il y a 10 jours, au Conseil Affaires Générales à Bruxelles, j'ai été présenté au nom de la France, et ça a été accepté à l'unanimité par l'ensemble des 27, une initiative commerciale dans la suite du sommet de Deauville, où, à destination du Maroc, de la Tunisie, de l'Égypte et de la Jordanie, nous allons proposer à ces pays un système d'accords commerciaux préférentiels qui vont les hisser le plus possible au plus près de l'Union européenne. Donc, leur donner les moyens du développement économique. Les accords d'association avec l'Union, les accords commerciaux, la politique de coopération, le rôle de nos entreprises. Voilà autant de moyens de stabiliser à terme ces pays. Mais ne rêvons pas, le processus sera évidemment heurté, mais il se passera, je suis ne pas confondre l'économie et la politique, quoi, finalement. Non, l'économie, vous savez, ces pays en ont besoin. Ils le savent. Ils ont besoin d'investisseurs étrangers et ils feront très attention à leurs investisseurs étrangers. Tout ce que j'ai vu en Tunisie, en Égypte et en Libye montre qu'au contraire, on a des gouvernements très attentifs à conserver le rôle de la France et de nos investisseurs. Hervé Tchirette, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je veux simplement évoquer ici, pour montrer comment ça se passe, le cas d'une PME française dont j'ai reçu les dirigeants il y a 3 jours et qui fabrique et vend du petit matériel. Eh bien, cette entreprise, elle est venue nous voir à la Chambre de commerce franco-arabe parce qu'elle exporte déjà sur la zone. Elle est pressée d'aller en Égypte, elle est pressée d'aller en Libye. Et ben voilà, donc elle n'attend pas, elle cherche plutôt comment on va l'aider, à l'accompagner, lui ouvrir les portes parce qu'elle veut d'urgence aller vendre son matériel. Elle a raison, ça marche ailleurs, ça va marcher dans ces pays-là. Je n'ai pas l'ombre d'un doute. Je répète, c'est vraiment le moment d'y aller. Il ne faut pas attendre, et nous sommes là pour aider les entreprises, les pouvoirs publics qui font ça très bien, et modestement les chambres de commerce bilatérales ou la chambre de commerce franco-arabe. Merci. Alors, on a à côté de nous Mohamed Mbarki, qui est donc directeur de l'Agence de l'Oriental, qui est ancien ministre de l'Habitat, qui représente aussi M. Mazouz ici. Alors, le Maroc, lui, ça n'a pas été un processus de révolution, mais il y a eu des choses très profondes qui ont été faites, je pense, par le roi du Maroc depuis quelque temps, dont un processus qui est le processus de régionalisation, si j'ai bien compris, qui est quelque part un des fers de lance de la politique. Il consiste en quoi le processus de régionalisation au Maroc ? Bien, merci. Je voudrais saluer Monsieur le ministre, lui transmettre les salutations de son homologue dans le gouvernement marocain et préciser également que je ne représente pas Monsieur Mazouz. Voilà, ça c'est important de le souligner. Alors, je voudrais commencer par rétablir peut-être... pas une vérité, mais en tout cas faire une précision, porter une précision. Quand on parle du printemps arabe, on pense tout de suite aux révolutions dans le monde arabe. Et on aboutit immédiatement à l'exception marocaine. Pourquoi est-ce que au Maroc, il n'y a pas eu tous ces chamboulements ?
ça ne veut pas dire que la rue marocaine a été moins virulente que les autres rues arabes. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire tout simplement que sur le plan des institutions, depuis 1000 ans, depuis que l'État marocain existe, il y a eu cette espèce de relation entre les institutions monarchiques et le peuple qui a fait que la monarchie marocaine n'est pas la monarchie française. Quand vous dites la révolution, vous êtes des professionnels de la révolution en France. Et effectivement, c'est toute une civilisation, n'est-ce pas? Mais je suis très confiant pour les entreprises françaises. Les entreprises du CAC 40 sont absolument toutes présentes au Maroc. Les PME commencent à être très dynamiques dans le tissu économique marocain. Et par conséquent, dans une économie ouverte, dans une économie qui a déjà fait sa révolution institutionnelle, il faut le souligner, vous le savez, monsieur le ministre, vous le savez, monsieur Hervé Tcharet, aujourd'hui, il y a des transformations extrêmement profondes au plan institutionnel, au plan politique, au plan économique, qui sont en cours dans le Royaume du Maroc. Et parmi ces institutions, évidemment, il y a les pouvoirs du roi, les pouvoirs du gouvernement, la séparation des pouvoirs. Et dans tout cela, il y a la région, la régionalisation, l'émergence de la région en tant qu'entité constitutionnelle chargée d'une mission de développement importante qui va rapporter peut-être entre 1 et 2 points de PIB supplémentaires. Donc c'est dans ce cadre-là que nous agissons en tant qu'agence de l'Oriental. Nous avons, si je dis très rapidement l'exemple de la région de l'Oriental, c'est une région qui est frontalière de nos voisins algériens, et qui est une grande région, et qui dispose d'une stratégie de développement qui constitue un socle qui a été élaboré de façon extrêmement avec beaucoup de concertation, qui a fait l'objet d'un discours royal que nous appelons l'initiative royale justement. Et ce socle nous permet, avec sa feuille de route, d'engager un processus de développement extrêmement dynamique. Est-ce que vous avez un projet qui vous semble plus important dans tous les projets que vous menez? Oui, il porte sur les investissements publics. L'État a mis la main dans la poche. Nous avons modernisé toutes les infrastructures, ferroviaires, aéroportuaires, routières. L'autoroute arrive. Il y a 10 jours avec le président de la République pour TGV. inaugurer le premier TGV du monde arabe au Maroc. C'est quand même un investissement extraordinaire qui va relier Tanger et Tanger-Med, qui est un autre investissement extraordinaire du Maroc. On a là une construction d'usines d'automobiles, 300 000 automobiles, plus un port extraordinairement moderne, plus le TGV. Le Maroc est en train de décoller. Et vous avez raison, monsieur le ministre, d'insister sur le rôle des régions et le rôle des changements institutionnels dans ce développement qui est très rapide au Maroc. Alors il y a un aspect, monsieur le ministre, qui est important aussi, qui pourrait intéresser beaucoup l'entreprise française au niveau de l'export. D'abord, le Maroc est une économie ouverte. Peu de gens savent que le Maroc a été le premier pays au monde à reconnaître les États-Unis d'Amérique. Ah, vous avez été très le premier malin. pays au monde. Ce n'est pas une question de malin ou pas, c'est une question d'ouverture historique. Vous avez commencé par l'histoire. Je pense que l'histoire est une donne importante. Et donc c'est une économie ouverte. Et cette économie ouverte aujourd'hui, par l'ensemble des accords qu'elle a passés avec les autres pays, y compris l'Europe, et dans l'Europe, la France est un partenaire fondamental. Monsieur le ministre le sait. Nous connaissons très 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 bien. Et nous avons, à partir du Maroc, une plateforme, un tremplin, une plateforme d'exportation qui touche 1 milliard de consommateurs à travers le monde. Depuis les États-Unis. Vous avez passé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Les États-Unis, l'Europe, la Turquie, le monde arabe, le monde africain, le subsaharien. Donc nous avons ces accords de libre-échange accompagnés d'une politique de logistique extrêmement dynamique. Ceci est un tremplin pour l'entreprise française pour exporter dans le monde. C'est une réalité. Et le dernier secteur sur lequel nous travaillons beaucoup aujourd'hui, c'est celui des énergies renouvelables et de l'économie verte. Les énergies renouvelables, le Maroc est, comme vous le savez tous, dépendant à 97%, 95% de son énergie dépendant de l'import, de l'extérieur. Ce qui reste, c'est de l'énergie hydraulique due à la politique des barrages.
qui nous rend beaucoup service au niveau agricole. Et nous avons un plan de développement des énergies solaires de 2000 MW et un plan de développement d'énergie éolienne de 2000 MW qui représente à peu près 42% de l'ensemble de la production énergétique nécessaire pour le Maroc. Et dans cette stratégie, l'Oriental va recevoir, après qu'elle ait réalisé une station thermosolaire à cycle combiné qui fonctionne au gaz et au solaire, et qui est en fonctionnement aujourd'hui, qui fait 472 MW, nous allons mettre en place bientôt une station thermosolaire de 450 MW, dans laquelle nous savons qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises, notamment Areva, EDF, plus d'autres, qui sont intéressées, et par le projet qui va se réaliser dans l'Oriental, et par le plan solaire marocain de façon globale. Donc je pense que l'entreprise française, par sa proximité, par le dynamisme de sa politique extérieure de promotion de l'exportation et de recherche de marchés nouveaux, je pense que l'entreprise française a beaucoup à faire aujourd'hui au Maroc, qui fait sa révolution, et c'est une révolution importante, une révolution extrêmement profonde, mais une révolution qui se fait dans la sérénité, dans le calme et dans la détermination aussi. Alors on va se rediriger vers la Tunisie. Jacques Torregrossa, vous dirigez les bureaux du Bifrance à Tunis. Alors, comment ça se passe sur le terrain? Comment ont réagi les entreprises depuis 6-8 mois? Et nous avons d'abord un tissu industriel très important, puisque nous avons 1270 entreprises en Tunisie. Comme j'étais auparavant en Chine, je dois dire que c'est à peu près le même nombre que nous avons en Chine. Donc c'est quand même très important marché, pour un pays. Comme le ministre... Comme le ministre le disait, il y a eu très peu de dégâts auprès de nos entreprises. Peut-être 3 ou 4 vont pâtir un peu de la révolution. Et tout est en ordre de marche, puisque nos exportations, qui sont d'ailleurs dirigées en grande partie vers nos implantations, ont augmenté de 3% sur les 6 premiers mois. Et il me vient un peu à l'esprit, en vous écoutant, une boutade de Chou En-lai, qui disait je me demande ce que vont être les conséquences de la Révolution française. Et il répondait en cela un peu aux interrogations qu'on se faisait sur la Chine. Le printemps arabe date de quelques mois et on est tous très impatients des conséquences et des résultats. Il faut quand même laisser un tout petit peu de temps au pays. Et concernant la Tunisie, je trouve que quand même cette année devrait peut-être se terminer sur une légère progression du PIB. Bon, quel pays a connu une telle évolution et se retrouve avec de tels résultats économiques? J'en connais vraiment très peu. Alors pratiquement parlant, donc les entreprises, enfin, vous avez donc une action particulière auprès des entreprises. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 actions qui vous semblent phares, que vous voudriez soutenir dans les prochains mois? On essaie de faire des opérations qui collent aux besoins du pays. Par exemple, nous avons imaginé une mission collective dans le domaine de la formation professionnelle. C'est un des besoins les plus criants de la Tunisie et nous allons devoir refuser du monde tellement elle a du succès. On voit bien qu'en France aussi, elle a du répondant. Absolument. Qu'est-ce qui caractérise le commerce franco-tunisien? Vous m'aviez dit tout à l'heure que ce n'était pas vraiment les grands contrats, c'était plutôt le commerce courant. Alors, nous avons quelques grands contrats quand même, mais moins peut-être que dans certains pays. Ce qui caractérise notre commerce, c'est le nombre d'opérateurs et notre part de marché dans le pays. La France a presque 20% de part de marché en Tunisie. Je crois que c'est un record, monsieur le ministre, non Oui, monsieur Roy-Contensin disait qu'on a autant d'entreprises en Tunisie qu'en Chine. On n'a pas les mêmes résultats. On a 20% de part de marché en Tunisie. On doit être à 1-2% en Chine et on n'a pas non plus les mêmes déficits. Hein. Donc, moi, j'aime bien le commerce en Tunisie. Je trouve ça pas mal. Marché, non seulement il n'y a pas de petit marché, mais un marché où on arrive à vendre des produits de consommation, c'est une bonne chose. Je préfère ça à des grands groupes qui transfèrent les technologies qu'on retrouve ensuite comme des boomerangs dans la figure. Mais enfin, c'est une autre affaire. Des noms. Et alors, une des caractéristiques sur laquelle j'aime bien insister, c'est le nombre d'exportateurs, puisque nous avons 12 000 exportateurs français vers la Tunisie.
ça situe la Tunisie à peu près au rang de la Hollande, qui est quand même très très proche de la France, et ça montre que c'est un pays qui est quand même très très ouvert pour nos exportateurs. Bon, aujourd'hui, il faut continuer à y aller. Le nombre d'entreprises qui y vont a chuté, ou est-ce qu'il continue à être extrêmement important? Non, je vais atteindre mes objectifs. Je Atteindre ses pouvoir objectifs. le dire d'accompagnement. Alors, est-ce que la Tunisie n'a pas un rôle, puis ça nous fera peut-être une transition, à jouer important par rapport à son voisin libyen? Parce que là, pour le coup, je pense que la Tunisie a eu un rôle majeur aussi là. Il y a un commerce tuniso-libyen qui est très très important. Avant la Révolution, on estime à 1 milliard d'euros à peu près le montant des investissements, du trafic divers et variés qui avait énormément de Tunisiens à travailler en Libye. Beaucoup de gens investissaient en Libye. Et pour nous, une présence forte en Tunisie, comme c'est le cas, et j'espère bientôt une présence forte en Libye, c'est très important pour l'ancrage de la France dans toute cette région. Et je suis plein d'espoir moi aussi, hein. Je ne suis pas du tout inquiet. Je crois que nos entreprises l'ont bien compris. Je veux juste préciser que il y a un mois, quand j'ai réuni les entreprises avec le MEDEF sur la Libye, on avait 450 entreprises présentes au MEDEF qui remplissaient plusieurs salons. D'ailleurs, tout le monde ne rentrait pas dans la même pièce. Et demain, l'avion pour Tripoli est archi complet. Plein d'entreprises qu'on n'a pas pu emmener. Donc, il y a une vraie demande, une vraie disponibilité. Donc, vous voyez, on est plutôt dans une France qui, là, est très allante, très dynamique, et je m'en réjouis. Et à titre indicatif, quels sont les secteurs où la Libye a le plus de besoins et où... On a défini avec eux 5 ou 6 filières prioritaires. Je les ai dites tout à l'heure, et tout ça est public, hein. La liste des entreprises et des filières est tout à fait publique. C'est bien sûr la remise en marche de l'industrie pétrolière et gazière. Alors là, Total joue un rôle considérable. Ils ont déjà remis en activité. La Libye est déjà de retourner à 1 million de barils jour de production. Elle le sera de retour à 1,6 million, qui était sa production normale d'ici quelques mois, d'ici l'année prochaine. Mais nous allons travailler naturellement à tous ces réseaux, avec tous les sous-traitants, toute la filière. Il y a tout ce qui touche à la santé. Il y a d'énormes besoins en matière humanitaire et il faut que nous soyons à la hauteur, non seulement en termes de médicaments, mais d'assistance médicale. Énormément de gens ont été blessés dans cette guerre et nous allons les aider. Il y a tout ce qui touche à l'agroalimentaire, aux infrastructures, au transport, au BTP. Beaucoup de choses devant nous et beaucoup de place à prendre. Avant la Révolution, il faut quand même savoir qu'il y avait 30 000 ouvriers chinois qui travaillaient en Libye, 30 000 Turcs. Je pense qu'il y a beaucoup de place à prendre. Voilà. Et, Alors, Michel on Cadal, va y travailler avec M. Tcharet et quelques autres. Michel Cadal, alors vous êtes président de la Chambre de commerce franco-libyenne. Alors là, vous êtes plus qu'au cœur de l'actualité, parce qu'on parle que de vous finalement. Alors, il faut dire qu'en fait, on a beaucoup de terrain à refaire. On a peut-être donc. Vous pensez que c'est une bonne opportunité, parce qu'avant on était assez loin, hein, derrière les Allemands, les Italiens en Libye. C'était plutôt dur. Il y avait combien d'entreprises françaises à la Chambre de commerce franco-libyenne? Écoutez, on est très loin du chiffre de la Tunisie, puisqu'en fait, on est une 50aine d'entreprises implantées directement en Libye, sous forme de succursales ou de branches ou de filiales. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que, je vais essayer de vous faire partager un peu de mon optimisme. Hein. Monsieur de Charette a dit qu'il était optimiste, et je suis optimiste pour la Libye, en fait. Je dirais que le 17 février, le soulèvement démocratique a été vraiment entraîné par les jeunes. Aujourd'hui, sur les 6 400 000 Libyens, plus de 31%, près d'un tiers, à moins de 15 ans. L'âge médian est de 24 ans. Donc, je rejoins les problèmes de formation dont vous parliez, M. Torregrossa. Donc, c'est vrai que cette jeunesse a vraiment entraîné la révolution. Hein. Donc, la Libye n'est pas complètement libérée. Je crois que tout le monde connaît un petit peu la situation de Sirte et de Beni Walid. Bon, c'est une question d'heures, de jours. Mais en fait, donc, globalement, le nouveau drapeau libyen flotte aux Nations Unies. Donc, on était les premiers, je crois, à reconnaître le CNT. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus de 80 pays, je pense, qu'ils l'ont reconnu. Et ce gouvernement provisoire, bien évidemment, a une énorme tâche là devant lui. Hein. Donc il faut les aider. Donc une tâche de réconciliation et d'unité nationale, de désarmement. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Effectivement, beaucoup d'armes circulent en Libye.
même si j'y étais encore la semaine dernière, j'y suis allé à Misurata, Tripoli et Benghazi, on n'a pas un sentiment d'insécurité, il y a quand même un sentiment plutôt de gouvernance en fait, de la part des autorités qui seront là-bas. Donc effectivement, il y a un énorme chantier devant nous. La guerre économique n'a pas démarré. Je crois que ça c'est... Mais déjà, nos amis, on était 6e fournisseur, pour répondre à votre question, on est loin derrière l'Italie, loin derrière les Turcs, la Chine, l'Allemagne. Donc effectivement, pour gagner des parts de marché et monter sur le podium, devenir le premier, il y a beaucoup de travail. Donc l'idée, c'est de reprendre notre place, enfin la place qu'on a en Tunisie, quoi, finalement. Je le souhaite, en fait. Voilà un bon slogan que je pourrais reprendre à mon compte. Donc voilà, je pense que de toute façon, comme on l'a dit, il faut aller sur place. Hein, on ne peut pas rater ce rendez-vous de la construction ou de la reconstruction libyenne. Hein. Donc, Monsieur le Ministre, à votre initiative, on va partir, c'est vrai, à une centaine d'entreprises, même si l'heure n'est pas encore peut-être à la signature des contrats. Je crois qu'il est temps d'ouvrir, de comprendre comment fonctionnent nos amis, d'aller à leur écoute. Alors, ils sont très sensibles en Libye, au fait qu'on y soit. En général, toutes les réunions démarrent par des remerciements sincères, mais vraiment appuyés pour les positions de la France. Je crois que la France a découvert la Libye, à travers l'actualité triste, mais la Libye a également découvert la France. Hein. Vous le rappeliez, on était plus de 400 représentants d'entreprises il y a quelques jours, en fait, s'intéressant à la Libye. Je pense que votre idée, Monsieur le Ministre, de mettre en place des groupes de travail par secteur, 12 secteurs identifiés, et que ces porte-paroles de chacun des secteurs proposent l'offre française, va dans le sens de la facilitation du travail de nos amis libyens. Bien évidemment, ça sera la première marche ou le premier pas. En fait, il va falloir y aller, il va falloir retourner là-bas en délégation beaucoup plus longue. Ça, c'est une organisation qu'on va remettre en place dans les prochaines semaines en fonction de la demande de nos amis libyens. Je crois qu'il faut faire confiance à nos amis libyens. S'ils nous disent de venir, on peut y aller. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques principes de sécurité à respecter, mais je pense que pour les PME, donc dans le sillage des grands groupes, puisque la place de la PME aujourd'hui est le sujet majeur, pour le marché public, les PME doivent se mettre absolument dans le sillage des grands groupes, parce que c'est souvent des contrats qui sont très longs à aboutir. Par contre, une véritable chance, c'est le secteur privé. Le secteur privé va se développer. Le secteur privé a été éradiqué dans les années... Très contrôlé, oui. Le secteur privé a été éradiqué dans les années, fin des années 70, dans les années 80, a failli redémarrer, je dis a failli, a redémarré dans les années 2000, 2004 en fait. Bon, c'est vrai qu'il était complètement noyauté par des gens au pouvoir et des élites prédatrices, je dirais. Donc aujourd'hui, il y a quand même de belles boîtes en Libye, hein, il y a des entrepreneurs qui sont à considérer. On ira peut-être à leur rencontre demain, mais donc ce secteur privé est véritablement la chance pour nos PME. Et encore une fois, il va falloir aller sur place. Je ne vais pas vous dire les procédures visa aujourd'hui, mais rapprochez-vous en fait ou des chambres de commerce ou de UbiFrance ou des organismes qui peuvent vous aider. Je pense que le rendez-vous libyen est important. Et je crois que c'est pour demain. C'est pas voilà. Merci Michel Cadas. Alors peut-être un peu en conclusion. Monsieur Lelouch, Monsieur le Ministre, est-ce que vous avez des initiatives à proposer? Parce qu'il reste quand même quelques mois avant l'échéance présidentielle. Qu'est-ce qu'il reste à faire pendant ces 6 mois? Écoutez, il reste à continuer... Il y a plusieurs choses à faire. Continuer à faire ce que nous faisons en région, qui me paraît absolument indispensable, c'est-à-dire d'organiser des guichets uniques dans nos régions pour aider nos PME à l'export. Continuer à faire en sorte que nos équipes marchent le mieux possible, aussi bien dans le monde que sur le plan national, pour accompagner nos PME, identifier, faire grossir, accompagner. PME, c'est ma priorité absolue. Ça, c'est le premier travail. Mon deuxième travail, c'est bien entendu la suite des grands contrats. Quand un TGV au Maroc, c'est un grand contrat. Nous avons plusieurs contrats en ce moment en perspective sur lesquels nous travaillons, mais ça, c'est la responsabilité aussi du président de la République et du Premier ministre et d'Alain Juppé. Donc, on travaille tous ensemble sur ces grands contrats. Troisième responsabilité, les normes internationales. J'attends beaucoup de la Commission de Bruxelles. Enfin, maintenant, j'attendais avant l'été, j'attendais en septembre,
Nous attendons le texte qui est très important sur la réciprocité dans l'accès au marché public. Ça, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Il faut que l'Europe ait les moyens de défense commerciale quand la situation est inégale. Est-ce que ça progresse parce que... Écoutez, ça fait 2 ans que nous avons soulevé cette question en Europe. Disons que l'Europe a son rythme et que c'était peut-être un peu long. Et le dernier sujet que je vais me fixer, moi, puisque nous allons entrer en campagne, c'est de faire la pédagogie de la mondialisation. Je dis et je redis, je ne supporte pas cette espèce de charlatanisme qui nous vient de gens qui se veulent éminents et qui nous expliquent que le destin de la France, c'est de subir ou de fermer les frontières. Ça n'est pas possible. Toute la matinée, on a vu des exemples ici de gens qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi en allant chercher des parts de marché et en exportant le savoir-faire français. Je ne supporte pas ce discours sur la démondialisation. Je le trouve épouvantable pour notre jeunesse. Je le trouve terrible comme message d'une France frileuse, peureuse, qui revient à ses fantasmes de l'entre-deux-guerres. C'est tout sauf ce dont la France a besoin. Donc oui, je vais faire un travail pédagogique pendant cette campagne pour dire aux Français, vous pouvez y arriver, on est en train d'y arriver. Bien sûr qu'on a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on ait le courage aussi de parler Europe, qu'on ait le courage aussi de parler compétitivité, temps de travail, fiscalité des entreprises, bien sûr, on n'en a pas parlé ce matin, mais bien sûr qu'à la base, il y a un écart de compétitivité de 10 points sur le coût du travail avec l'Allemagne. Ce serait bien d'ailleurs que la gauche veuille bien regarder aussi cette réalité en face. Donc il y a du travail pour faire avancer nos entreprises. Et puis il y a un débat politique à avoir, responsable, devant les Français. Je me réjouis que la mondialisation soit enfin au cœur des préoccupations des Français, qu'elle soit l'occasion d'un vrai débat intelligent. Pas de charlatanisme, des faits, des chiffres. Je le répète, 7 millions d'emplois en France. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que la mondialisation est destructrice d'emplois? Je leur dis que cela dépend des secteurs et cela dépend que ce n'est pas la faute de la mondialisation, c'est la faute des gouvernements successifs, y compris sous la gauche. Il est plus facile de casser des entreprises que de construire les entreprises. Mais je ne veux pas entrer ici dans un meeting politique. Je répondrai tout cela, ne vous inquiétez pas. Les endroits, quand il y a une politique industrielle dans un pays, ça se sait. Je dis et je répète, il y a autour de nous des pays européens qui fonctionnent avec la même monnaie et les mêmes règles et qui réussissent et qui créent des industries. C'est le cas de l'Allemagne, bien sûr, mais aussi de la Hollande, de la Belgique, de la Finlande, de l'Autriche. Voilà, ça n'est pas sur la planète Mars. Tous les jours, je termine là-dessus, Marc, il y a un point important. Tous les jours, il y a 250 000 de nos concitoyens. Vous m'entendez? 250 000 Français qui, tous les jours, vont travailler de l'autre côté de la frontière. Et vous savez où ils vont travailler? Ils vont travailler en Suisse et au Luxembourg. Ce n'est pas précisément des emplois peu qualifiés, ni mal payés. Ils sont même payés plus qu'en France. Simplement, c'est intéressant de voir pourquoi l'industrie mécanique ou l'horlogerie française est passée de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est un vrai sujet. En revenant 2 secondes sur les pays arabes, est-ce que le problème n'est pas un problème aussi de financement, c'est-à-dire quelque part est-ce que ces pays-là qui viennent de faire leur révolution ont aussi les moyens de développer un certain nombre de projets? Dans le cas de la Libye, il y a zéro problème. Il y a un matelas de quelque chose comme 123 milliards de dollars immédiatement disponible, puisque cet argent a été dégelé. Donc le gouvernement transitoire a tout de suite 25 milliards et derrière 123 milliards. Donc ils ont les moyens de reconstruire le pays très rapidement et de façon très efficace. Dans le cas de la Tunisie, c'est un peu plus difficile, mais le pays est fondamentalement sain. En Égypte, c'est plus dur. L'Égypte, c'est plus dur, et là, la dépendance à l'égard de l'aide internationale, mais nous serons là, les Américains comme les Européens. C'est un pays capital, le Maroc va bien. Nous allons bien sûr être au rendez-vous de ces pays. Mais dans le cas de la Libye, il n'y a aucun problème. D'où l'afflux, d'ailleurs, de compétiteurs attirés par le marché. M. Mbarki voulait poser une question tout à l'heure. Je voulais vous poser une question, Monsieur le Ministre. Moi, je ne doute pas du succès de l'entreprise française à l'export. Je n'en doute vraiment pas. Par contre, ce qu'il me paraît important de souligner, de dire, c'est que la mondialisation, oui,
je suis entièrement de votre avis, mais la mondialisation, ce n'est pas uniquement la conjoncture. La conjoncture aujourd'hui, c'est la Libye, c'est l'Égypte, c'est la Tunisie, parce qu'ils sont en train de se construire, mais ça doit être aussi une vision globale dans la Méditerranée, dans le bassin méditerranéen, dans le sud méditerranéen, qui touche l'ensemble des pays pour une stratégie gagnante. Et ça c'est important. Et dans ce cadre-là, le Maroc, évidemment, est tout à fait ouvert et peut jouer un rôle important pour l'investissement de la PME française. Hervé de Charette, qu'est-ce que vous avez dire en conclusion sur le Je vais dire deux choses. La première, puisqu'on a ouvert le débat sur la mondialisation, l'affaire est très simple. La mondialisation, évidemment, tout le monde est pour. Nous sommes un des pays les plus exportateurs, malgré tous les problèmes que nous pouvons avoir. Tout le monde est pour, pas si sûr quand même. Oui, non, mais enfin, tout le monde est pour. Tous ceux qui sont en face des problèmes concrets, qui sont les industriels ou qui ont des responsabilités, savent bien que l'exportation, c'est très important à travers le monde. Bon, mais en même temps, c'est vrai que l'Europe ne défend pas bien ses intérêts, alors que d'autres le font. Dans la mondialisation. Les Chinois sont pour la mondialisation. Enfin, ils sont pour la mondialisation à la chinoise. Les Américains sont pour la mondialisation, mais pour la mondialisation à l'américaine. Quand ils ont des problèmes, ils le disent. Et nous, les Européens, c'est vrai, nous sommes finalement tellement libéraux que nous défendons mal nos intérêts. C'est des doctrines qui nous viennent de Londres et des pays anglo-saxons. Donc, je pense que la combativité n'est pas incompatible, au contraire, avec la mondialisation. Et la deuxième chose est également simple, la croissance des pays du monde arabe, cher monsieur Mbarki, c'est 5% depuis 10 ans. Voilà. À ce rythme-là, pour ces pays, c'est un taux de croissance minimum compte tenu de la croissance démographique que connaissent ces pays, mais pour nous, c'est des opportunités tous les jours. Et je veux conclure, pour ce qui me concerne, ces assises de l'export, en disant que c'est indispensable que les entreprises françaises, les PME françaises, développent leur capacité, leur dynamisme à l'export. Reconnaissons que dans ce domaine, la France a des progrès à faire. Mais nous sommes autour de cette table, des hommes et des femmes, que les hommes autour de cette table d'ailleurs, qui ont pour vocation d'aider les entreprises à aller sur ces marchés d'export, y compris des marchés qui ne sont pas toujours tout près de nous, hein, et dans lesquels on n'a pas tellement d'habitude, mais où on peut faire des choses formidables. Par exemple dans les pays du Golfe. Merci à vous tous. Merci pour vos interventions.